Bonsoir à tous et bienvenue dans ce meetup dans lequel on va parler de l'infrastructure, de gérer l'infrastructure comme du code avec l'outil de AWS qui s'appelle CloudFormation. Alors CloudFormation, ce qu'on va voir dans ce meetup, c'est le programme que je partage là actuellement. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est que CloudFormation. Comment peut-on planifier les stacks sur AWS? Comment peut-on commencer à travailler avec le CloudFormation? Comment peut-on éviter les erreurs dues au lancement des stacks sur CloudFormation? Comment peut-on mettre à jour notre stack une fois qu'elle est déployée? Et enfin, on va finir, si on a le temps, par une petite démo de ce qu'on peut faire avec CloudFormation. Donc, première partie, c'est pourquoi avons-nous besoin de CloudFormation? Alors, en fait, je vais vous raconter une expérience personnelle avec le CloudFormation, pourquoi j'ai commencé à l'utiliser. Il s'avère que lorsque j'ai rejoint Exteam, on avait des petits projets par-ci, par-là, qu'on devait mettre en place l'infrastructure pour les gérer. Et du coup, ben, vu qu'on avait choisi le fournisseur AWS, ben, j'avais commencé par créer en tout cas l'infrastructure, que ce soit pour le projet baromètre ou le projet intranet que vous connaissez. Donc, on avait commencé par le baromètre. Et du coup, ce que je faisais au début, c'est que je créais manuellement les ressources pour chaque projet. Donc, quand je dis ressources, c'est-à-dire la création du réseau privé, le VPC, les serveurs, les bases de données, les règles de routage, les security groups. En fait, tout cela, je le faisais manuellement. Et il s'est avéré que, vu que je le faisais pour un environnement, l'environnement test au début et du dev qu'on utilisait, en tout cas avec la direction pour valider l'outil, il fallait que je le refasse aussi pour l'environnement de prod. Et ensuite, lorsqu'il y a eu le lancement du nouveau projet de l'intranet, ben, il fallait refaire la même chose, sachant que c'est à peu près la même infra, c'est peut-être que les technos qui changent d'une application à une autre, mais ça reste globalement les mêmes infrastructures. Et du coup, pour essayer d'automatiser tout ça, ben, l'idée, c'est d'utiliser le CloudFormation. Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur l'outil. En fait, c'est un outil qui va nous permettre d'automatiser toutes les ressources qu'on devait gérer manuellement, qu'on devait créer, qu'on devait maintenir, et lorsqu'on n'en a plus besoin, de les supprimer éventuellement. Donc, l'avantage avec le CloudFormation, c'est qu'on gère notre infrastructure comme si on allait gérer du code, finalement, comme on gère notre code applicatif. Donc, comment ça se passe? C'est que on crée des templates avec, on a la possibilité de gérer deux formats, le JSON ou le YAML. L'exemple que je vous montre à droite ici, c'est l'exemple avec du YAML. Euh, L'avantage avec ce template-là, c'est qu'on va définir toutes les ressources dont on a besoin. Ici, dans l'exemple, on n'a qu'une ressource pour avoir une instance EC2. Mais on peut rajouter bien sûr d'autres ressources, notamment tout ce qui est base de données, serveurs, relations entre les ressources, etc. Donc l'intérêt général d'avoir ça, c'est que, imaginons qu'on ait une entreprise, qu'on a plusieurs applications, au lieu d'aller gérer 36 000 ressources, on gère par stack et c'est plus facile à mettre à jour et à maintenir dans le temps. Euh, Ici, un exemple de comment ça se passe tout ça, c'est pour vous donner une image. On a notre template, que ce soit du JSON ou du YAML. Donc, c'est un fichier qu'on va aller insérer dans le CloudFormation qui va, lui, derrière, le traduire en une stack. Si j'ai un exemple à vous donner, ou une comparaison, si vous connaissez un petit peu le domaine de Docker, c'est à peu près la même chose. Ici, le template, il va correspondre à notre Dockerfile. C'est en quelque sorte l'image de toutes les ressources dont on a besoin qu'on aura besoin lorsqu'on va lancer notre image. Et la stack, c'est ce qui va correspondre à le conteneur. Le conteneur, c'est ce qui fait,
c'est en fait l'élément vivant de notre image. Donc ici, pareil, la stack, c'est l'élément vivant de notre template CloudFormation. Euh, donc ici, on peut voir les différentes parties qui composent notre template. On a la partie, comme je dis, on peut l'écrire ou bien en JSON ou bien en YAML. Ce fichier-là, il se compose de six parties. Et à la première partie, ce qu'on appelle le header. Le header, on va y retrouver, on va dire, tout ce qui va décrire notre stack. Donc, on peut mettre une description de ce que fait notre stack technique. C'est toujours bien de le savoir, de le mettre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a plusieurs stacks à gérer, c'est bien d'avoir une petite description sur la console d'AWS de qu'est-ce que fait ma stack, au lieu d'aller télécharger le template et aller regarder dedans. Donc, c'est toujours bien d'avoir une description. Et tout au début, on a la version du template qu'on est en train d'utiliser. Savoir que c'est la même chose qu'on peut avoir dans un fichier XML où on a la version de la version d'XML qu'on utilise, ou bien dans un fichier HTML, le type de l'HTML qu'on utilise, par exemple HTML5 ou autre. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on a ce qu'on appelle les paramètres. Il faut savoir qu'il y a certaines parties qui ne sont pas obligatoires. Les parties qu'on peut juste utiliser, qui sont, on va dire, obligatoires si on veut utiliser AWS, c'est le header et les ressources. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, tout ce qui est paramètres, mapping, conditions, output, c'est des choses optionnelles. Donc, pour la partie paramètres, je disais, en fait, c'est la partie qui va nous permettre, on va dire, de paramétrer notre template. Imaginons, comme je vous ai dit, pour notre cas paramètres, on a plusieurs environnements, on a le dev, test et la production. Pour ne pas avoir plusieurs fichiers templates à gérer, on va essayer de variabiliser les éléments qui se différencient d'un environnement à un autre. Et comme ça, on a une seule stack, un seul fichier template à gérer, mais ce sera que les variables en entrée qui vont changer d'un environnement à un autre. La troisième partie, c'est le mapping. Alors, cette partie-là, elle est intéressante pour faire des liens entre les ressources. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Imaginons que j'ai une application que je dois déployer dans deux régions, c'est-à-dire en Amérique et une stack que je dois déployer en Europe. Je peux dire, par exemple, pour les ressources qui vont être déployées, par exemple les machines EC2 sur la région américaine, je peux dire que je vais utiliser quel type d'instance. Par exemple, les AMI, ce qu'on appelle les AMI ID. Donc, c'est l'ID des instances. Ça pourrait être, par exemple, une instance, je sais pas moi, Ubuntu, Fedora ou machine Windows, n'importe quoi. On peut le définir ici et dire que pour la région Europe, je vais utiliser que les CentOS, par exemple, ou carrément les instances fournies par AWS eux-mêmes. Donc c'est ce qui va permettre de faire ce lien-là. Donc, pour chaque région, je mets le lien de la ressource qui doit aller chercher de provisionner. Voilà pour la partie mapping. Il y a la quatrième partie, ce qu'on appelle les conditions. En fait, ça va être outil pour mettre des conditions pour la création des ressources. Donc là aussi, on peut prévoir, je peux vous donner un exemple. Imaginons que j'ai un template, par exemple, que je déploie pour mon environnement de test, mais je veux un comportement assez spécifique pour mon environnement de prod. Je peux mettre en condition. Si, par exemple, j'avais rentré une variable en entrée pour dire quel type d'environnement sur lequel je suis, je peux utiliser une condition sur cette variable pour dire, lorsque on est en prod, utiliser tel type de ressources, par exemple. Je veux avoir une machine beaucoup plus large pour la prod. Donc voilà pour la partie condition. L'avant-dernière partie, c'est la partie la plus importante, c'est les ressources. C'est là où on va décrire un petit peu toutes les ressources qu'on va provisionner dans notre cloud. Donc, notamment les machines EC2, les bases de données, les instances RDS, les VPC, les sous-réseaux, les subnets, les security groups, l'ouverture des ports, etc. Tout cela, c'est des ressources et comment on les rattache les uns aux autres, on les décrit ici. Donc, on va dire que c'est le cœur de notre template. Et enfin, la partie output,
Celle-là, elle va être utile, pardon, lorsqu'on voudra récupérer du résultat à la fin de la création de notre stack. Je vais vous donner un exemple là aussi. Imaginons que dans ma stack, je crée une instance EC2, c'est-à-dire un serveur quelque part dans le cloud, et je veux lui associer une adresse IP fixe. Par défaut, lorsqu'on crée une ressource sur AWS, automatiquement la plateforme lui associe une adresse IP publique, mais il suffit d'arrêter la machine et de la redémarrer, et on lui enlève l'adresse IP, on lui assigne une nouvelle adresse. Donc, ce qu'on appelle les Elastic IP Address sur AWS, ça permet d'avoir une adresse IP fixe qu'on associe à une machine. Donc, parmi l'avantage des outputs, c'est qu'on peut récupérer en sortie de la création du stack cette adresse IP-là et on peut en faire quelque chose pour que ce soit une entrée aussi pour une autre stack. Il faut savoir qu'on peut mettre aussi de la hiérarchie dans nos stacks. On peut avoir une application qui a plusieurs stacks et les unes, ils font le lien avec une autre stack. Ce qu'il faut savoir, c'est que, chose que je n'ai pas dit au début, c'est que le service CloudFormation, il est complètement gratuit. Ça coûte 0 euros au dollar. Ce qui coûte, c'est ce qu'on va provisionner comme ressource derrière. Donc, c'est ce qui va nous coûter de l'argent. Donc, c'est un service gratuit, autant en profiter. Euh, donc là, on va passer à la deuxième partie de cette présentation. C'est comment peut-on planifier mes stacks sur CloudFormation. Donc, comme je vous ai dit, on peut, on va dire, répartir notre template sous plusieurs parties. On peut avoir un template dédié à par exemple, notre partie front-end. Donc, que ce soit une application Angular, React, que ce soit. Donc, on peut prévoir une stack pour ça, une stack pour notre backend, une stack pour les services partagés, etc. Et ainsi de suite. Donc, on peut les organiser ainsi. On peut aussi les organiser par environnement, comme je vous ai expliqué, avec la même stack. On peut la déployer pour différents environnements, que ce soit la dev, test, staging, production, etc. On peut aussi prévoir, comme je vous ai dit, là on a eu l'exemple chez Exim avec le projet Baromètre et l'intranet, même si c'est pas les mêmes technos, même si c'est pas la même base de données, c'est les mêmes infrastructures quelque part. Donc on peut l'utiliser pour d'autres équipes, pour d'autres projets. Et avec la même infrastructure, c'est-à-dire avec le même template, on peut avoir géré deux applications séparément pour deux équipes, pour différents environnements. Donc, c'est l'avantage d'utiliser le cloud formation, c'est de pouvoir automatiser la création de ces infra. Il faut savoir que moi, avant, je passais des jours lorsque je devais créer manuellement des infrastructures à la main, alors que là, avec le cloud formation, je vais vous montrer à la fin, ça va prendre 10 minutes pour créer une stack une fois qu'on l'a automatisé, au lieu de passer des jours, et sachant que lorsqu'on fait manuellement, on n'est pas à l'abri d'avoir des erreurs lorsqu'on le fait. Et après, on doit débugger pour essayer de trouver la source du problème, etc. Donc, les bénéfices d'utiliser le Cloud Formation, c'est de gérer notre infrastructure comme du code. Comme on va aller gérer notre code applicatif, ça pourrait faire partie aussi de notre code, hein. On peut le versionner, on peut voir ce qui a changé d'une version à l'autre, s'il y a des problèmes et revenir faire un rollback, etc. Ça permet de gérer, de s'intégrer avec d'autres services qui sont proposés sur AWS aussi pour faire de l'intégration continue. C'est modulaire, comme je vous ai montré, on peut le dispatcher en plusieurs stacks. Ça permet de réutiliser pour d'autres projets, de partager avec d'autres équipes éventuellement. Et tout ça, on peut l'automatiser, démarrer rapidement en fait une stack sans beaucoup perdre de temps dans la phase d'administration. Donc, parmi les cas d'utilisation de CloudFormation, comme je l'ai dit, c'est la partie intégration continue. Donc, on gère notre infra comme du code. Ça nous permet aussi de faire des démos rapidement. Imaginons que vous avez un produit que vous devez aller faire vendre à vos clients. Il suffit d'avoir peut-être automatisé votre infrastructure et aussi votre déploiement applicatif et aller juste le lancer chez votre client s'il a un réseau privé sur l'AWS, par exemple.
Ça permet aussi de gérer des systèmes d'information assez complexes des entreprises. Donc, imaginons, on prend le cas de Facebook ou de Google, ils ont plusieurs systèmes à gérer. Donc, s'ils avaient à le gérer manuellement, par exemple, ben, ils n'allaient jamais en sortir. Différentes ressources partout dans le monde, ça devient très, 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 très compliqué à gérer manuellement. Donc, avec des outils comme le Cloud Formation, on essaie de les automatiser aussi pour les maintenir beaucoup plus facilement. Euh, donc ici, on peut voir que par exemple, on a deux applications. On peut voir que la seule chose qui différencie les deux applications, c'est la base de données. C'est exactement le cas qu'on a ben, dans notre, chez Exim, en tout cas sur le baromètre d'intranet. C'est plus ou moins c'est la même infra, c'est que la base qui change. Et bien sûr, le code il change, mais l'infra reste la même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Ben, on peut voir que ben, il y a les parties là, qui correspondent, on peut les sortir ben, dans un service, par exemple, le front-end dans une stack dédiée, le partie back-end dans une stack dédiée, le deuxième partie dans une stack dédiée. Et comme ça, on peut faire des liens entre les différentes stacks. Euh, Comment peut-on commencer à utiliser le CloudFormation? Donc, si on est nouveau, en tout cas sur de l'AWS et on veut utiliser le CloudFormation, on peut commencer par les templates qui existent déjà. Il faut savoir que moi, lorsque j'ai commencé à regarder on va dire, il y a 2 ans, il n'y avait pas ces exemples. En tout cas, je n'avais pas remarqué qu'il y avait ces exemples-là. Peut-être que ça existait et c'était mal. En tout cas, je n'arrivais pas à les retrouver. Là, ils essaient aussi d'améliorer leur outil. Là, on a des stacks déjà préconfigurés. Par exemple, ici, dans l'exemple que je vous ai cité, ben, on peut démarrer une instance EC2 avec des security groups déjà préconfigurés. On peut visualiser, et là, je vais revenir juste après ce slide, dans le designer de CloudFormation pour voir un petit peu le lien entre les différentes ressources. Mais on peut directement cliquer sur lancer la stack et ça va le faire. Ça va le faire, ça va générer. On peut voir le template, bien sûr. On peut aussi créer des instances avec une adresse un IP élastique, etc. Il n'y a pas que des exemples avec les machines EC2, il y a aussi pour les VPC, pour les bases de données, etc. Donc, c'est un moyen assez rapide pour se familiariser avec un outil comme ça. Donc ici, c'est le designer dont je vous ai parlé. C'est un outil qui permet de créer, on va dire, les stacks techniques d'une manière visuelle. C'est-à-dire, on va piocher les ressources dont on a besoin à gauche. On a différentes ressources juste à la portée de main. On va les faire défiler et créer notre infra. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, en tout cas pour ce besoin-là, parce que, ben, imaginez que lorsqu'on a plusieurs ressources à approvisionner et on a plusieurs liens à mettre entre les ressources, on risque de se mêler les pinceaux en le faisant avec le designer. En tout cas, c'est mon retour personnel. Moi, plutôt, je l'utilise dans un autre sens, c'est-à-dire je crée ma stack avec les fichiers YAML ou les JSON. Et ce que je fais, c'est que pour visualiser en fait ce que j'ai créé, ben, j'utilise le designer. Ça permet aussi d'avoir, au lieu d'aller, par exemple, lorsqu'on est architecte et on doit montrer à notre business ou nos sponsors les ressources ou l'architecture qu'on met en place sur l'AWS, bon, on peut se baser sur ça directement sans aller avoir le faire manuellement par nous-mêmes. Donc, ça permet de générer, on va dire, l'infrastructure, le design, le visu de notre archi automatiquement. C'est des choses que je vais vous montrer à la fin qui sont assez sympas. Comment peut-on éviter d'avoir des erreurs? Là aussi, c'est un retour aussi personnel sur lequel j'étais aussi confronté lorsque j'ai créé des stacks. C'est que des fois, ben, il suffit, ben, et typiquement pour les fichiers YAML, je ne sais pas si vous êtes familier avec les fichiers YAML, ça commence à devenir un peu la référence dans le domaine de l'IT. C'est un peu moins verbeux que le JSON. Ce qui importe, c'est juste l'indentation en fait. On n'est pas obligé de fermer ben, nos accolades comme on le fait dans le JSON, de déclarer des listes, etc. C'est beaucoup moins verbeux, en tout cas sur le YAML, que sur le JSON, et ça commence à devenir, on va dire, la norme. D'ailleurs, c'est le cas d'ailleurs dans le langage Java, on utilise de plus en plus en tout cas. Euh,
Donc, l'avantage d'utiliser, par exemple, DMS, c'est on peut mettre des commentaires dans notre template. Là, en l'occurrence, on peut mettre des templates ici avec des dièses. Et l'avantage, c'est que, imaginons, on a 36 000 ressources, de décrire un petit peu chaque ressource, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, la tâche, elle est vraiment très difficile lorsqu'on a vraiment une architecture assez complexe et de pouvoir s'y retrouver. Parce que ça reste que du code, on doit pouvoir s'y retrouver un minimum. Donc, les commentaires sont faits pour ça. C'est parmi les bonnes pratiques, c'est de les ajouter dans le template. Parmi aussi les bonnes pratiques, c'est d'utiliser aussi l'API de AWS pour valider en fait notre template. En fait, ce qui se passe, c'est que si on ne fait pas ça, et ça m'est arrivé souvent, c'est que lorsque je démarrais ma stack, il suffit que, par exemple, je fasse référence à une ressource qui n'existe pas ou la dentation elle est mal faite. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à créer les ressources. Et à partir du moment où il va créer une telle ressource, il va se rendre compte, c'est pas bon, mais il a auparavant déjà créé des ressources, il va jeter une erreur et il va commencer automatiquement à faire un rollback. Ça aussi, c'est une chose très intéressante, c'est que lorsqu'une stack technique contient des erreurs, sachant qu'il a créé le serveur, la base, etc., la majorité, mais sur la dernière partie, il voit que, il y a des erreurs, il va automatiquement faire un rollback et supprimer toutes les ressources qu'il a créées. Mais par contre, lorsqu'on le fait à la main, si on oublie de supprimer une ressource, ça consomme de l'argent et on paye derrière. Donc ici, avec l'API, c'est de pouvoir valider notre template CloudFormation. Il va aller vérifier la syntaxe, la notation, si tout est bon. Et voilà, c'est ça l'avantage parce que on n'a pas besoin d'aller créer des ressources, puisque vu qui dit création des ressources, dit on paye. Même si on va se rendre compte au bout de quelques secondes, la tarification, heureusement, sur AWS, elle est basée à la seconde près. Donc voilà, il n'y a pas trop de risques, mais quand même, vaut mieux les tester avec ces outils-là. Ils sont faits pour. Parmi aussi les bonnes pratiques, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les paramètres types. C'est les paramètres, comme je vous ai dit au début, on peut paramétrer des variables lorsqu'on veut variabiliser notre environnement. On va avoir des environnements de dev, prod, test, etc. L'avantage de variabiliser les paramètres, c'est vu que c'est l'utilisateur qui va les renseigner, on peut lui définir des contraintes. Genre, imaginons que j'ai une stack qui va créer une instance EC2. Chaque instance, on le sait, sur de l'AWS, elle est associée à un VPC. Ici, je peux dire, en entrée, je vais avoir un paramètre, un VPC ID. Je peux dire que celui-là, c'est de type VPC ID. Comme ça, lorsque je rentre n'importe quoi dans le champ, il va vite le savoir, il va me jeter une erreur sans arriver à l'étape de créer la stack technique. Et c'est pareil, la même chose pour le Availability Zone. Imaginons que je rentre une région qui n'existe pas, par exemple Europe Ouest, je sais pas moi, 7, la septième zone, il va automatiquement le déceler, il va dire, ah non, non, ça n'existe pas. Donc tu peux pas l'utiliser et on doit utiliser une valeur voilà, correcte. Et pareil pour les autres, je vous ai cité ici des exemples. On peut aussi utiliser des contraintes sur les paramètres. Par exemple, lorsqu'on va créer une stack qui contient, par exemple, une base de données, dans une base de données, on va avoir un nom d'utilisateur, on doit définir un nom d'utilisateur, un mot de passe, le nom de la base, par exemple. On peut rajouter des contraintes sur les valeurs que l'utilisateur il va rentrer lorsqu'il va lancer sa stack. Par exemple, le mot de passe, je veux qu'il contienne un certain nombre de caractères, des caractères spéciaux, des chiffres, etc. Donc, tout ça, on peut le mettre avec des expressions régulières, avec la propriété les allowed pattern. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les allowed values. Là, ce sera utile par exemple, pour les types d'instances, imaginons que pour tous les environnements de test, je veux qu'ils utilisent que la machine la moins lourde possible, c'est-à-dire ce qu'on appelle les T2 micro, c'est les machines les plus légères sur de l'AWS. Donc là aussi, on peut définir des allowed values. Si l'utilisateur il renseigne par exemple une machine large, il va pas pouvoir, ça va jeter une erreur et ça va arrêter sa stack. Après, ensuite, on peut mettre des contraintes sur les descriptions, sur le nombre de caractères, etc.
enfin, le dernier chapitre avant de passer à la démo, c'est comment peut-on mettre à jour une stack. Donc là, on est dans le scénario, c'est bon, j'ai déployé ma stack, ça tourne, c'est bon, on est content, les ressources sont provisionnées automatiquement. Comment je vais aller venir à mettre à jour mes stacks? Il faut savoir qu'il y a deux manières de le faire, en tout cas sur la plateforme. Il y a la manière la plus basique, c'est d'aller modifier mon fichier template, le fameux fichier YAML. On va aller le modifier et le uploader et ça va mettre à jour notre stack. Alors, la particularité de cette méthode, c'est que, imaginons, lorsqu'on est en prod, lorsque, par exemple, je change le type de base de données ou je fais quelque chose un peu critique, je risque de peut-être de perdre quelques données, on va dire, assez critiques si je ne le fais pas bien. Et du coup, il y a une autre manière de faire, c'est la gestion avec des chainsets. L'avantage avec cette manière-là, c'est qu'on va créer un chainset dans l'outil CloudFormation et on va insérer notre nouveau template et on va voir, l'outil va nous proposer toutes les ressources qui vont être impactées par ce changement. Et comme ça, on peut voir l'impact réel sur notre environnement. C'est-à-dire, je sais pas, moi, on a changé la taille de la base, ou on a changé quelque chose dans notre infra, on va voir tout de suite l'impact et après, on pourra décider si on veut continuer l'exécution de ce changement ou pas. Donc, c'est un outil assez puissant pour ce genre de cas. Et voilà, maintenant on arrive à la démo. Donc, c'est beau tout ce que je vous ai dit, mais peut-être sans voir l'utilité de tout ça, ça risque d'être un peu moins très abstrait pour vous. Donc, ici, je vous ai préparé deux exemples avec une infra assez simple. D'ailleurs, je vais revenir sur la présentation. J'ai deux démos. Donc, cette démo-là, ça concerne une infra assez basique sur la AWS. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un VPC. Dedans, j'ai deux sous-réseaux. Un réseau public qui est ouvert à l'extérieur et un réseau privé qui n'est accessible que depuis le réseau public. Donc, dans le réseau public, je vais déployer mon applicatif, mon code, hein, qui lui, il va être accessible depuis l'extérieur. Et la base de données, par contre, elle est privée, elle n'est pas accessible depuis l'extérieur. On ne peut y accéder que depuis notre réseau privé, pardon, réseau public. Donc, tous les deux, ils sont protégés par des security groups. Et on a l'Internet Gateway qui va permettre la sortie vers l'extérieur. Donc, c'est une architecture assez classique, hein. On va dire, c'est le minimum sur la AWS. On va essayer de l'approvisionner, ça va prendre 5 à 10 minutes. Je vais essayer de la lancer tout de suite, comme ça, je vais revenir un petit peu sur l'autre infra, comme ça, on gagne du temps et on va vous donner un exemple. Donc, c'est ce fichier-là qui va nous permettre de créer tout ça automatiquement en quelques minutes. Je vais revenir sur ce fichier-là juste après, mais je vais le lancer. Donc là, je vais me connecter sur notre compte AWS Extreme. Donc ici, c'est le service, c'est les différents services qui sont proposés par de l'AWS. Donc on a la partie CloudFormation, donc on clique dessus. On peut voir les différents stacks qu'on a actuellement. On a deux applications, on a l'intranet et le baromètre. Donc tous les deux, j'ai chaque environnement qui est géré séparément. Donc la petite description que je vous ai dit tout à l'heure, ça permet de voir qu'est-ce que fait cette infra. Donc c'est plus ou moins la même infra. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une nouvelle stack. Voilà, donc je dis que c'est un template à partir d'un template. Donc je lui fournis le template. Donc je vais commencer par celui-là parce qu'il est le plus complexe. Ça va prendre un peu plus de temps. Donc je vais commencer par celui-là. Je peux le visualiser ici sur le designer si je veux. Donc là, je vais ici. Ça, c'est l'architecture avec un load balancer derrière. Stack. Et ici, vous voyez les différents paramètres. Donc, on peut avoir la même stack comme je disais, mais c'est que les paramètres qui vont changer d'un environnement à un autre. Donc, ici, c'est un LLB. Donc, je définis le nom de la base. Je définis un mot de passe, un username, hein. Et la taille des instances que je veux provisionner.
par défaut, on peut mettre des valeurs par défaut, c'est ce que j'ai mis dans le fichier. Mais on peut aussi les modifier ou mettre des contraintes, comme je vous ai dit, pour autoriser que certains types d'instances. Et la stack, on va mettre test. Voilà, et je vais lancer ma stack. Là, parmi les bonnes pratiques, c'est de rajouter des tags. Là, ce qu'il va faire, en fait, pour chaque ressource qu'il va provisionner, c'est de rajouter un tag. Comme ça, on peut savoir, ben, cette ressource-là, ben, elle vient d'où. Lorsqu'on va aller accéder à nos instances EC2, ben, on peut dire que ben, cette stack-là, ben, elle vient de tel stack. Donc là, je vais mettre, voilà. Je peux aussi rajouter parmi les bonnes choses que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de rajouter aussi l'environnement. Comme ça, si je veux me concentrer que sur la prod, je n'ai qu'à filtrer sur la prod. Voilà, et c'est bon, je lance. Et là, automatiquement, c'est un récapitulatif qui me propose. Et je commence à créer ma stack. Et c'est bon, c'est parti. J'ai plus rien à faire. Je n'ai qu'à regarder. Ici, on a les différents événements. On peut voir les ressources qu'il va créer automatiquement. On peut aller sur, par exemple, le service EC2. Et on va voir nos ressources qui sont en train de créer automatiquement tout seul. Donc là, par exemple, là, je veux pas que les machines qui sont en cours, c'est pas encore arrivé, ça va venir. Donc là, il commence par le VPC, les security groups, les sous-réseaux, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre stack. J'ai commencé par celle qui était la plus complexe, rapidement. Donc là, j'upload. Donc, j'ai commencé par celle-là, je vais maintenant créer celle-là. Donc, vous voyez que je peux créer deux stacks en même temps. Chacune elle va avoir un scope séparé. Donc, ici, c'est, on va dire, la stack la plus simple. Donc, la partie, un mot de passe comme tout à l'heure, et username, et l'environnement, on va dire, là aussi, c'est test. Et c'est parti, on rajoute un name, on met meetup. On vient de l'avoir. Hop, next. Et on crée la stack. Et on peut voir ici les deux stacks qui sont en cours de création. Donc, on peut aller voir dans notre service EC2, est-ce qu'il a commencé? Ah, on les voit ici. On voit qu'il est en train de initialiser la base. Après, je reviendrai un peu plus en détail sur Archie, mais on peut voir les ressources qui sont en train de se créer automatiquement. On peut aussi aller vérifier le service RDS pour la partie base de données. Là aussi, on va voir je ne sais pas s'il est arrivé à cette étape-là. On va voir. Euh, voilà, il a commencé par celle avec le load balancer et l'autre, elle n'a pas encore arrivé. Ça va arriver. Du coup, je vais revenir sur l'exemple, sur la présentation. Donc, je vous ai dit qu'on allait parler de cette partie-là, l'architecture la plus simple. Donc, on a, comme je vous ai dit, une architecture avec un réseau privé, un réseau public, etc., avec une application déployée derrière. Mais on peut avoir des stacks beaucoup plus élaborés. Ici, c'est un exemple de stack, ce qu'on appelle hautement disponible, ou en anglais le high availability. C'est en fait un type d'architecture qui va nous permettre d'éviter, par exemple, lorsqu'on a un désastre ou quelque chose qui arrive à un data center ou bien notre application elle crash, ben pour l'autre dans une autre availability zone pour reprendre le relais. Ou bien tout simplement pour dispatcher la charge entre nos différents serveurs. Donc tout ça, ça se schématise comme ça sur la l'AWS. Donc là, j'ai utilisé pareil le designer pour visualiser un petit peu l'architecture derrière. Et là, on va voir ben, le fichier, en attendant que toutes les ressources démarrent, un exemple. Donc on va commencer par l'exemple le plus simple. Donc c'est pas très compliqué une fois qu'on s'y habitue. Ici, on a les différents paramètres. Donc c'est un fichier YAML. Donc ce qui compte, c'est l'indentation.
Donc la partie header, la partie paramètres. Ici, j'ai pas utilisé de mapping ou la partie condition. C'était pas le but de ce meetup. On pourra creuser après si vous voulez. Mais on a aussi les allow patterns pour dire ben, les contraintes sur, par exemple, le password. La partie ressources, ben, nos instances OC2, les adresses IP élastiques, le VPC. Comme vous pouvez voir aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné. L'ordre, il n'est pas important. Normalement, le VPC, c'est ce qui doit être créé automatiquement, mais le CloudFormation, il est assez intelligent pour savoir, ben, avant de créer ma machine, ben, j'ai besoin de la rattacher à un VPC. Donc, automatiquement, il va aller créer ce VPC-là en premier. Et ainsi de suite pour tout ce qui est ben, le réseau privé, le réseau pardon, public, le réseau privé, les règles de routage. Tout cela, ben, on va essayer de le faire avant de pouvoir provisionner les ressources. Donc tout ça, il le fait manuellement. Ici, on définit les ports qu'on veut ouvrir pour notre security group, etc. Donc ici, l'architecture que je vous ai montrée ici, ça correspond à ça. Pour une architecture un peu plus complexe, on va voir si, je vais revenir plus tard. Pour une architecture beaucoup plus complexe comme celle-ci, ben, vous vous rendez compte forcément que c'est un peu plus complexe. Ici, on a un fichier qui est avec 200 lignes, à peu près, là, on a à peu près 400 lignes. C'est normal parce que ça demande plus de config, beaucoup plus de ressources. Là, pareil, on retrouve à peu près les mêmes éléments. Euh, Ici, la particularité, c'est que, je vais revenir sur ce schéma-là, c'est que j'ai mis en fait l'applicatif dans des réseaux privés. Vu que je passe par un autre balanceur, ben, il n'y a pas intérêt à exposer mon code applicatif au public, donc je le mets dans un réseau privé. Et bien sûr, vous allez me dire comment je vais me connecter s'ils sont dans un réseau privé qui n'est pas accessible depuis l'extérieur. D'où l'intérêt d'avoir un Bastion Host. En fait, c'est une machine qui va nous aider à faire le tunnel pour nos différentes instances. On ne va, par exemple, l'allumer que lorsqu'on a besoin d'aller se connecter dans nos différentes instances pour aller récupérer les logs, voilà, vérifier si tout se passe bien. Donc tout ça c'est beau. Maintenant, est-ce que notre infra elle est ready? Donc on peut voir que ici c'est toujours en train d'être créé, mais on peut voir si par exemple notre instance, si vous pouvez vous mettre en mute, ça serait top. Après je vous laisserai la parole dans 2 minutes. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais voir par exemple si mon instance ici, c'est je peux si je peux. Alors, elle est où? Elle est où? Hop, étape. Est-ce que je l'ai ici? On va voir. Par exemple, voilà, je récupère l'adresse IP. Et voilà. Donc, ici, je ne vous ai pas montré. C'est dans ma machine. J'ai dit juste, tu me démarres un Apache avec ce contenu-là. Voilà, Extreme, étape, Cloud Formation, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, j'ai une machine qui tourne avec mon code que je lui ai déployer automatiquement, bien sûr, avec la base de données qui est provisionnée derrière. Et pour l'exemple un peu plus élaboré, c'est avec le load balancer. Donc, pour pouvoir aller au load balancer, récupérer le lien, donc on va sur la partie load balancer. Et donc, je copie ce lien, c'est le DNS de mon load balancer. Je viens, je mets, hop, voilà, et je peux voir qu'il répond. Donc là, je peux rafraîchir. Donc là, c'est le node 2 qui répond. Et là, cette fois-ci, c'est le node 1. Donc on peut voir que voilà, ça démarre avec tout ce qui est derrière. En quelques clics, ça a pris même pas 5-10 minutes. Donc vous pouvez voir la puissance de ce genre de choses. En tout cas, moi, je l'ai bien constaté. Donc moi, j'ai terminé la présentation. J'espère que je n'ai pas été assez long pour vous. Maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des questions, quoi que ce soit à me poser. Voilà, ils seront les bienvenus. Est-ce que vous avez aimé? Vous pouvez aussi me faire vos remarques. Est-ce que c'était trop rapide? N'hésitez pas à me faire vos feedbacks. Vous êtes Euh, toujours là? oui, merci Sofiane. Moi, j'ai juste quelque chose à ajouter. En fait, c'est sur le framework serverless.
Parce qu'en fait, quand tu as créé tes fichiers, en fait, c'était un peu compliqué en fait quand tu arrives à la console AWS, en fait, remplir les champs. Ben, je voulais juste dire qu'il y a un framework serverless qu'on peut utiliser en fait pour déployer avec juste des commandes en 10 millisecondes. Alors, oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle, tu parles du beanstalk par hasard? Non, c'est serverless. Tu parles des expressions lambda? En fait, le serverless sur l'AWS, il est possible de le faire avec des expressions lambda, mais c'est juste, on va dire, une application qu'on déploie quelque part. Mais c'est un service qui est managé, mais ça gère pas une infra, c'est-à-dire ça gère pas la base de données, ça gère pas les règles de routage, ça gère rien. On a juste un code quelque part qui est déployé, D'accord. mais on n'a pas toute l'infrastructure. Je sais pas si Ben, c'est clair pour toi. oui, c'est juste que pendant ma dernière expérience, en fait, on avait des fichiers de cloud formation et qu'on arrive Ouais. à les déployer en fait en utilisant juste serverless. Ah, c'est-à-dire avec l'API d'AWS, vous utilisez l'API pour lancer votre infra sur CloudFormation, c'est ça? Non, en fait, non, c'est pas ça. En fait, dans ton projet, en fait, tu installes le serverless et en fait, tu déploies directement à partir de ton code. Tu déploies l'infrastructure au lieu de en fait se connecter à l'interface AWS et Ah oui, de. c'est ça. Oui, d'accord, oui. Ouais, je vois, ouais. Ouais, vous avez utilisé une chaîne d'intégration pour ça. Ouais, ok. Ouais, je vois. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit lors de ma présentation. On peut l'interfacer assez facilement avec une chaîne d'intégration continue. On peut D'accord. aussi le faire avec grâce à l'API de AWS. C'est bien. Merci pour ta participation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas, c'est le moment. Merci Sofiane. Juste, j'ai deux questions. Concernant le fichier en XML ou en JSON, est-ce qu'il est propre à AWS ou il peut être compatible avec Azure Resource Ah non, Manager? ouais, forcément, il est propre à AWS. Vu que c'est des ressources sur AWS, donc il est propre à AWS. Je sais qu'il y Ouais, a je veux d'autres. juste répondre à Mohamed Chougir, c'est que en fait pour Azure, il y a une autre façon de faire. En fait, c'est les templates ARM, Oui, c'est ça. comme il a expliqué Sofiane, la partie cloud formation. Pour Azure, il y a les templates ARM en fait. C'est le même principe presque, avec des Oui, parce fichiers que, JSON. oui, oui c'est ça, avec l'infrastructure Ascode, mais tu as la possibilité de vraiment afficher JSON. C'est pour ça que j'ai dit au début, peut-être c'est même le même format ou c'est juste c'est les en- types de. Ça se ressemble, hein, ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Ouais. Ouais, les JSON ou l'IAML, c'est juste le format, donc comment Ah tu ouais, décris ta stack, mais derrière, c'est vraiment spécifique à AWS. Bah, Ouais, comme a dit Mohamed, Azure, ils ont leur propre, on va dire, on va dire syntaxe pour décrire les différentes ressources. ok. Et la deuxième question, je crois que tu as déjà mis dans ça dans le template, c'est vraiment le tag. Le tag doit être mandatory, c'est-à-dire lorsque tu lances ta stack, tu peux indiquer que ce champ-là doit être existant lors de l'exécution. Par exemple, tu dois avoir un tag environnement lorsque tu crées n'importe quelle machine ou n'importe quel service, n'importe quel serveur en général. Tu veux dire dans les paramètres de Oui, c'est ta. ça, ouais. Ouais, 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 c'est ça. je pense, on peut rendre des variables obligatoires selon lesquelles ben, on peut pas créer la stack, on peut effectivement le faire. On peut aussi rajouter des contraintes comme je l'ai décrit pour dire ben, si je m'attends à avoir une instance ID ou quelque chose comme ça, ben, il y a des types spécifiques qu'on peut attribuer à ce champ-là. Et comme ça, lui, automatiquement, lorsqu'on lui renseigne une valeur qui est fausse, ben, automatiquement, il va checker que cette valeur n'a pas de sens à être dans ce champ-là et il va te jeter une erreur, en tout cas sur le champ. Même pour les tags, c'est des champs tags. Tag. Ouais, ouais, les tags. Lorsque tu as lancé, tu as mis environnement et tu as mis Ouais. name. Mais les tags, Deux. en fait, le principe des tags, ah non, je vais revenir sur la console. Ça permet juste, en fait, de pouvoir se retrouver. Moi, j'utilise beaucoup. Pourquoi? Par exemple, là, j'ai plusieurs environnements, j'ai plusieurs applications. Le fait d'avoir des tags ici comme le name, Ouais. ça me permet de me retrouver, en fait. Ouais. C'est tout simplement pour ça. Donc, ça me permet de me retrouver. Et, ce- et, et,
Et ce champ-là, ces tags-là, ça peut être obligatoire. Ça doit être obligatoire lors de la création. Oui, Non, non. c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Lorsqu'on crée la stack, vu que c'est facultatif, ben, c'est pas Mais obligatoire. est-ce qu'il y a une possibilité de le rendre obligatoire? Je ne sais pas, mais je pense pas. Je ne pense Ok. pas. Pour les tags, je pense pas. Pour... Après, pour les champs que toi tu définis dans ton fichier, oui, je pense qu'il y a moyen. Mais là, les tags, je ne pense pas. Après, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Mais tu peux ne pas utiliser des tags. Moi, ici, en fait, parmi les bonnes pratiques que je suis, c'est que ici, c'est que les tags, je les construis depuis les valeurs que je renseigne. Par exemple, ici, je sais que j'ai le stack name, le application, c'est la valeur, on va dire, manuelle que je rentre ici. Et après, le stack. Moi, c'est parmi les choses que j'utilise pour ajouter des tags. C'est des trucs automatiques que je récupère, on va dire, intelligemment de ce que l'utilisateur il va renseigner. Ok. D'ailleurs, là, juste avant de passer, vous voyez là, il a terminé la stack. Et si, par exemple, j'ai fini ma démo, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais déliter ma stack. Il va automatiquement aller supprimer toutes les ressources que j'ai créées sans avoir à aller les faire, à les faire manuellement. Donc, je prends d'autres questions. Vous voyez là déjà que voilà, c'est bon, j'ai commencé à supprimer, le truc il est plus accessible. Donc, je prends d'autres questions si on a, ou d'autres commentaires ou des feedbacks. Il y a d'autres questions? Ça- Merci, Soufiane. Ben, de rien. En fait, C'était un plaisir. j'ai deux questions. Vas-y, dis-moi. En fait, c'est juste pour la syntaxe au niveau du Cloud Formation. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, si on a une machine Windows, il détecte automatiquement les commandes pour le Windows? Non, pas spécialement. En fait, il faut savoir que le template, c'est juste un fichier. Hein. C'est pas un environnement de programmation ou quoi que ce soit. Ça reste juste un fichier. Après, peut-être il y a des plugins dans certains IDE pour peut-être le modifier. Mais ça reste juste un fichier. Hein. C'est comme si tu me disais, ben, un- éditer un fichier XML. Il y a des outils qui permettent de voir si on a bien fermé nos balises, etc. Mais ça reste le job du livre. Ça n'a rien à voir avec l'environnement. Hein. Là, vous pouvez l'utiliser sur Windows, sur Linux, ça reste un fichier. Et Non, en fait, dépendamment de l'idée que tu utilises, ben, ça permet d'éviter, par exemple, si le fichier est bien indenté ou pas, ça permet de déceler cela. la question, c'était au niveau de déploiement de l'application. C'est au niveau, par exemple, d'une machine EC2. Oui. Je parle des commandes. Euh, Par exemple, si on a une machine Windows, est-ce qu'il y a une syntaxe qui va être interprétée comme étant c'est un serveur Windows au lieu d'une machine, par exemple, Linux. Par exemple, pour Linux, on utilise des commandes apt get pour installer des trucs, et pour une machine Windows, est-ce que c'est automatiquement, il va le détecter? Bah ici on parle de provisionnement de l'infra. Du coup, c'est pas toi qui vas gérer la création de tes ressources. Toi, tu dis j'ai besoin d'une ressource Linux ou Windows. C'est lui qui va charger de la créer. C'est pas toi qui va la créer manuellement. Toi, tu décris en fait ce que ta stack elle doit contenir. Et c'est l'outil Cloud Formation qui va aller provisionner ces ressources. Donc, tu t'en fous, toi, comment il va gérer ça derrière, comment il va créer les ressources. C'est pas de ton ressort, c'est l'outil qui va le gérer pour toi. D'accord, ça marche. Merci. Et on peut, par exemple, ici, moi, vu que, pour bien répondre à ta question, ici, vu que j'utilise les machines de type EC2 de Amazon, ben, derrière, c'est des machines Santos. Et tu peux voir que ici, je fais une mise à jour de l'instant. J'installe, par exemple, le client de MySQL pour pouvoir me connecter à ma base. J'installe Apache, etc. Donc, ça, c'est toi qui définis qu'est-ce que tu veux faire dans ton instance une fois qu'elle est démarrée avec ce qu'on appelle les user data. D'accord, ça marche. Une deuxième question, s'il te plaît, juste pour l'utilisation des clés de sécurité SSH. On peut les utiliser aussi Ah, via
le CloudFormation Bien sûr, bien sûr. Ben, ici, je ne vous l'ai pas montré, mais je vais voir ici les Keeper. Ici, ben, j'utilise une clé Xteam Keeper et en fait, c'est une clé qui existe déjà et que j'associe en fait à chaque nœud. Donc ici, ici on n'a qu'une seule ressource, mais là, on avait 3 ressources. On peut voir que je l'associe aux différents nœuds et à mon bastion host. Oui, on peut tout à fait le faire, bien sûr. Mais il faut la créer auparavant. D'accord, merci. Voilà. D'autres questions? Moi, j'ai une question, en fait, quand on fait une mise à jour à une stack, en fait, on veut faire un rollback, comment, en fait, on peut gérer ça? Euh, le rollback, si tu l'as déjà lancé, oui, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vas mettre à jour, je sais pas si tu l'as remarqué, mais lorsque j'ai créé l'infra, automatiquement, lorsque tu uploads un template, automatiquement, il va le sauvegarder dans le service S3. Donc, si tu fais une mise à jour sur ton infra, ça veut dire que tu allais modifier tes ressources, tu auras toujours ton ancienne version. Et c'est toute la puissance du CloudFormation, c'est que on gère notre infra comme du code. Donc, j'imagine, vu qu'on le gère comme du code, derrière, on a les différentes versions qu'on a effectuées sur notre infra. Et du coup, il suffit juste de recharger ton ancienne version et il va le reprendre automatiquement. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment ça la puissance de CloudFormation, c'est que on gère notre infra comme du code. Donc, si on veut une nouvelle version ou faire un rollback, il suffit de recharger la version précédente, bien sûr. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment, hein, c'est fait pour. Juste une dernière question pour Bien sûr. les Web API de AWS. Toutes les opérations sont possibles avec le Web API ou non? Ah oui, c'est la puissance. C'était pas le but de ce meetup-là, mais comment on configure tout ça? Oui, c'est avec l'API, avec la SDK on peut le faire avec du code, c'est-à-dire on peut développer carrément une application qui va interagir avec l'AWS, mais c'est possible aussi avec l'API. Il suffit de l'installer la clé, on va dire. Lorsqu'on crée un compte sur l'AWS, on peut configurer notre environnement pour que puisse interroger les API de l'AWS. C'est tout à fait compatible, oui. En plus, il y a la SDK si on veut faire des applications qui gèrent l'infra. Vous imaginez qu'il y a plusieurs fournisseurs cloud aujourd'hui en France et je suis sûr qu'il y en a certains qui se basent derrière sur de l'AWS. Et comme toi, lorsque tu te connectes sur leur service, tu vois, par exemple, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, one-to-one ou OVH, derrière, il suffit qu'ils configurent leur application pour qu'ils créent des ressources sur l'AWS avec l'API de AWS. C'est tout à fait possible. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Oui, c'est bon. D'accord, merci. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est bon, je dois vous laisser. Merci beaucoup, Sofiane. J'ai plus de batterie, ça va s'éteindre. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Juba. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. Si vous n'avez plus de questions, moi je vous remercie d'avoir participé en tout cas à ce meetup, d'avoir été assez réactive et à la fin, à travers vos questions et vos échanges, c'était intéressant en tout cas d'avoir aussi votre retour sur le meetup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous voulez qu'on prévoit d'autres sessions. On mettra en pratique quelques aspects de CloudFormation ou de AWS en général. J'avais fait déjà une présentation auparavant. N'hésitez pas à aller la revoir si vous souhaitez avoir plus de détails sur tous les services qui sont proposés par l'AWS. En tout cas, je reste à votre disposition. Je vous remercie encore une fois d'être venu et d'avoir participé à ce meetup. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de soirée. Profitez des déconfinements, on va dire, mérités. Et à très bientôt chez Exim, j'espère. Merci à vous. Merci, Merci, Merci Sofiane. beaucoup. Merci. Merci, bonne Merci soirée. beaucoup, Sofiane. Bonne soirée. Salut à vous. Bonne soirée.